Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez à rencontrer l'une des femmes les plus révolutionnaires de la Terre. Ça va être incroyable. Mais avant de débuter cet épisode, je voudrais remercier mon sponsor qui s'appelle Tilt, que vous commencez à bien connaître parce que j'en parle souvent. Ils sont incroyables, ils sont inspirants, ils aident à passer à l'acte. Tilt, c'est un média digital, donc en gros un site internet, une page Instagram, une page YouTube qui vous donne des clés pour mieux comprendre des grands enjeux mondiaux. Les droits des femmes, ou plutôt les non-droits des femmes, les questions liées à la crise climatique, etc., etc. Je vous recommande tout particulièrement leur format de décryptage qui s'appelle Nuance. En gros, c'est des vidéos qui expliquent de façon nuancée, de façon assez courte, des sujets un peu plus délicats qu'il n'y paraît. Par exemple, dans leur dernière vidéo, ils répondent à l'argument qu'on entend souvent « Oui, mais pourquoi moi je ferais des efforts alors que c'est la faute des Chinois ?» Peut-être que si vous dites ça, vous n'avez pas forcément cette voix-là, mais voilà. La vidéo explique que la réponse est plus nuancée que ça. Profitez bien. Bonsoir, merci d'être là, merci beaucoup, ça va l'Européen? Remarquez que je demande pas, est-ce que ça va l'Europe? Ça serait vraiment très bizarre. Ça va, tout le monde s'est bien envolé comme il faut aujourd'hui. C'est la tempête apparemment. C'est la première et la dernière fois que ça arrive, ne vous inquiétez pas. On ne risquera plus rien après cet épisode climatique. Il y a des écolos dans la salle ce soir? Ah ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés en manif récemment ce soir? Ça diminue les bruits. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été confrontés à des violences policières il n'y a pas longtemps? Voilà, très bizarre comme chauffe public, très bizarre. En ce moment, je prépare un spectacle de stand-up et je joue mon spectacle de stand-up qui est donc en rodage dans un théâtre à Paris, place de la République. Et donc, vraiment, un jour sur deux, dehors, c'est la révolution. Et il y avait un moment, même pendant les manifestations contre les retraites, il y avait tout le temps la police dehors, les CRS et tout. Et vraiment, à un moment, mon public est rentré comme ça dans la salle, et tout le monde avait les larmes aux yeux. Et j'étais là, waouh, c'est l'émotion. C'était là, non, les gaz lacrymaux. Et pendant un moment, il y avait même les spectateurs, il y avait les CRS en fait qui bloquaient l'accès à la place de la République, et donc il y avait les spectateurs qui devaient montrer aux CRS la place pour venir voir mon spectacle. J'imagine trop la scène. Vous connaissez pas Swan Périssé? C'est une humoriste de gauche. Et parfois les CRS ne me reconnaissaient pas. Hyper vexant en fait. Surtout que j'arrête pas de partager leurs vidéos. Aucune reconnaissance en fait. Clairement connue grâce à moi. Pour ceux qui me connaissent pas parce qu'ils ont été traînés par leur conjointe, je vois vos regards. Je suis humoriste et ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, c'est parler d'écologie et de féminisme. Donc ça veut dire que si tous les hommes de la planète disparaissaient tout d'un coup, je n'aurais plus de travail. Puisqu'il n'y aurait plus aucun problème. Pour le féminisme, ça paraît évident, mais figurez-vous qu'il n'y aurait pas de problème écolo non plus. Puisque les plus grands pollueurs de la planète sont des hommes riches, de droite. Et il y a quelques années, en 2015, plus exactement, j'ai commencé à avoir une douleur dingue au pied droit, à l'insertion du 5e métatarse droit, si vous voulez tout savoir. Un peu trop de détails.
C'était une douleur immense qui disparaissait parfois pendant quelques mois, puis elle revenait. Mon pied gonflait, il était chaud, il était rouge. Et donc je suis allée voir un médecin, 2 médecins, j'ai fait une radio, ils trouvaient rien. J'ai fait une échographie, ils trouvaient rien. Je suis allée voir un podologue, ils trouvaient rien. J'ai vendu un rein, ils trouvaient rien. Puis à chaque fois, le temps de voir d'autres spécialistes, la douleur partait, je laissais tomber, puis ça revenait des mois après. Et tout le monde avait l'air de dire que c'était dans ma tête. Jusqu'à ce que je découvre une ostéopathe qui s'est un peu intéressée au contexte de ma douleur. À la date à laquelle ma douleur avait commencé, et tout en manipulant mon corps, elle s'est rendue compte que quelques mois avant cette douleur, j'avais été agressée sexuellement et physiquement dans un métro. Et qu'en tombant à la suite du coup de poing de mon agresseur, mon pied avait gardé une douleur en lui qui ne pouvait se soigner qu'en soignant le corps, la tête et l'alimentation. L'entièreté de mon système était affectée, et rien que de le savoir, de savoir que j'étais pas la seule à avoir un jour ressenti ça, ça m'a apaisée. Quelques années plus tard, je subissais beaucoup de sexisme parce que j'étais dans une situation précaire. Je faisais du stand-up dans un milieu très masculin. Je souffrais, je subissais des humiliations, des agressions. Et quand j'ai découvert le féminisme, j'ai eu la même sensation que quand j'avais trouvé l'ostéopathe. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé le bon médecin qui s'intéressait aux vraies causes, qui regarde le contexte et le système de mes souffrances, et savoir que ce que je subissais, d'autres gens l'avaient subi, que mes souffrances étaient aussi dues au patriarcat, et que quand c'était très difficile pour moi, ça le serait moins pour les suivantes, ça m'a apaisée et ça m'a renforcée. Fatima Wassak, que je reçois ce soir, fait partie des femmes qui ont apaisé mes souffrances. Cette femme est un médecin qui s'intéresse au système et au contexte, qui politise, qui ne dit pas « c'est pas de chance ». En ce moment, je travaille sur un spectacle de stand-up qui va s'appeler « Calme ». Parce que je suis en colère tout le temps. J'en fais des vannes. Et elle a su. Elle a su mettre le doigt sur la colère, la souffrance, légitimer mes dents qui grincent, la fumée qui sort de mes narines, le sang qui bouillonne. Elle dit « Mon militantisme est vraiment lié et articulé à mon travail. Beaucoup de choses vont me mettre en colère, m'envahir, et j'aurai besoin de les retravailler dans d'autres espaces. » Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir extrêmement fort la championne de France du wokisme, la pirate la plus forte de tous les océans du monde, la militante écolo dont toute la France de droite a peur, mesdames et messieurs, Fatima Wassak! Fatima, bonsoir. Je vais faire un petit portrait de vous. Et vous allez un peu souffrir. C'est une réelle fierté de vous avoir parmi nous, car vous dites des mots qu'on entend trop peu dans les médias. Des mots comme immigration, quartier populaire, islam. Mais sauf que dans votre bouche, ça sonne beaucoup mieux. Vous êtes politologue, autrice notamment de 2 ouvrages qui racontent votre engagement, et vous êtes écologiste, féministe, antiraciste, anticapitaliste, anticolonialiste, botaniste et bien sûr aubergiste. C'est faux. Vous êtes né au Maroc, puis vous avez grandi à Lille, et souvent en interview, vous racontez que vous avez grandi dans une cité ouvrière. C'est vous qui le dites, entouré de nombreux immigrés africains, avec un père syndiqué à la CGT. Vous aviez donc toutes les conditions réunies pour devenir macroniste. Lors de vos études, vous avez fait une prépa de maths, et comme toutes les prépas de France, c'était un super moment dans votre vie. Vous avez commencé à avoir une note de -24 sur 20. Bonne ambiance. Et ensuite, vous avez eu -10, et une prof vous a dit « Continuez, bientôt vous aurez 0 ».
Sachez qu'on a ce point en commun, je suis restée 10 jours en hypocagne. Et j'ai laissé des cheveux contre le mur sur lequel je tapais ma tête. Vous êtes une femme, féministe, racisée, musulmane, végétarienne, écolo, anticapitaliste. Vous organisez des réunions non mixtes. Vous œuvrez pour la convergence des luttes. On me dit souvent sur les réseaux sociaux que je suis trop féministe. Vous, si vous étiez dans un jeu vidéo, vous seriez la boss de fin d'un jeu qui s'appellerait le wokisme. Si on vous bat, l'extrême droite a gagné. C'est un jeu où on incarne plein de petits Jordan Bardella qui se battent grâce à des armes réac comme des lois contre l'écriture inclusive. Ou des directives contre l'islamo-gauchisme dans les universités. Bref, c'est un jeu bien à chier. Pour tous les gens qui prononcent des phrases comme « Oh ben on peut plus rien dire !» Et si on s'occupait de nos SDF d'abord ? On peut pas accueillir toute la misère du monde. Le bitcoin est bas, c'est le moment d'investir. Pour tous ces gens, vous êtes un peu l'incarnation du mal. Vous valorisez et clamez le fait d'être immigré. Être immigré dans notre pays, en ce moment, c'est très loin d'être facile. Il faut se battre pour ses droits, manifester, faire du bruit, ne pas hésiter à se plaindre pour se faire entendre. C'est être français, en fait. Râler, protester, c'est le truc le plus français du monde. Le bruit, ça a été inventé par des immigrés, c'est sûr. L'un de vos objectifs principaux en tant que militante écologiste, c'est d'élargir le front écolo en incluant les gens des quartiers populaires. Vous estimez qu'aujourd'hui, le combat pour le climat est accaparé par et pour une certaine classe sociale et une certaine couleur de peau. Et en regardant la couleur des peaux qui sont là, la couleur de peau des gens qui sont là ce soir, je ne vois pas de quoi vous parlez. Et il y a des gens qui disent ça et disent moi je ne vois pas les couleurs. Pour moi nous sommes tous humains, c'est tout. Je suis pas féministe, je suis humaniste. Sauf que c'est vrai qu'il y a des humains qui ont peut-être un peu moins d'accès à l'emploi, peut-être du logement décent, bon. Peut-être qu'il y a des gens qui se font contrôler très souvent par la police. C'est certainement parce que ces humains-là, ils ont pas de bol. Vous défendez une écologie pirate, c'est-à-dire que vous proposez de partir tous ensemble en haute mer, si possible de se couper une main et d'y mettre un crochet à la place, de boire beaucoup de rhum et qu'on se couvre chacun un œil. Ah non, pas du tout. Je me suis un peu égarée. L'écologie pirate, c'est revendiquer une certaine liberté qui nous a été confisquée par le système capitaliste, libérer les terres, libérer les animaux et se battre pour l'égale dignité humaine. On est plutôt sur du pirate extrêmement gentil, bienveillant. Vous avez cofondé l'association Front de Mer, c'est un syndicat de parents des quartiers populaires qui lutte notamment contre les discriminations envers les enfants d'immigrés, notamment à l'école. Vous avez également cofondé le collectif des féministes indigènes, le réseau Classe Genre Race, Ensemble pour les enfants de Bagnolet, la Maison Vert Dragon, un collectif d'autodéfense pour les femmes et environ 3712 autres collectifs. On dirait moi... L'un de vos combats phares que vous avez gagné a été de militer pour la mise en place d'un repas végétarien alternatif à la cantine. Bah voilà, c'est gagné. C'est bravo. Bravo. Ça vous a pris des mois, des années de lutte. En fait, ça avait l'air aussi compliqué que de convaincre mon tonton Gégé que non. Être végétarien, ça n'est pas être homosexuel. Et puis quoi qu'il en soit, Gégé, devenir végétarien, ça ne ferait pas de mal à ton côlon. Et devenir homosexuel non plus d'ailleurs. Un peu fière de cette blague qui met du temps à... Je suis vraiment très fière que vous soyez là ce soir parce que vous portez une voix rare et pourtant absolument nécessaire dans le milieu de l'écologie. Celle d'une remise en question du modèle écologiste dominant, largement blanc et riche, et celle d'une meilleure prise en compte des racisés, immigrés, filles et fils d'immigrés, qui servira à la cause d'une terre meilleure pour tous. Un tonnerre d'applaudissements pour Fatima Wassak, s'il vous plaît. Ça va, Fatima ? Ça va très bien. J'ai pas dit trop de bêtises ? Non, c'était super. Votre dernier livre
s'appelle « Pour une écologie pirate ». Je fais le petit placement de produit. Et nous serons libres. Vous avez choisi le symbole pirate pour la liberté que ça incarne, mais aussi pour ce côté enfantin, pour inclure les enfants au projet. Quel est votre pirate préféré au monde ? Ça peut être métaphorique. On ne connaît pas beaucoup de noms de pirates. Moi, je parle de certains enfants pirates dans le livre. Ce sont les pirates du manga One Piece. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici ce manga. Et il y en a un en particulier que j'adore qui s'appelle Ace, voilà, pour les fans de One Piece. Fatima, ici on s'adresse à un public débutant en écologie. Peut-être pas dans la salle, calmez-vous. Je suis végane depuis 3 ans, ok ? Calmez-vous. Oui, le tofu bien préparé, ça peut être aussi bon que le poulet frit, c'est bon ? Oh, hyper relou. Et dans l'épisode précédent, avec Camille Etienne, on vient juste d'évoquer le fait que l'écologie peut être politique. Vous et moi, on a un point commun, c'est qu'on pense que l'intime est politique et que le privé est politique. Donc pour que les gens comprennent, on va commencer par un petit jeu, je pense, direct. Il y a beaucoup de choses qui paraissent totalement innocentes et qui sont, pour moi, l'incarnation du diable, tout simplement. Et vous, c'est pareil. Bon, on ne traite pas des mêmes thèmes. Vous expliquez que la pollution atmosphérique et les violences policières sont connectées. Et moi, je fais des blagues sur mes ex qui ne veulent pas me faire de cunis. Bon, chacun ses combats. Elle me regarde avec tant de peine. C'est vraiment... Vous avez mal choisi. Vous avez tort. Donc pour que les gens rentrent bien dedans et comprennent à quel point vous et moi, Fatima, tout est politique, on va commencer par un petit jeu. Je vais dire des thèmes et vous, le public, vous devez essayer de deviner qui, de Fatima Wassak ou moi-même, a développé une théorie politique dessus. Vous êtes prêts ? Qui d'entre nous pense que faire du roller, c'est politique ? Vous me connaissez bien. Je trouve que faire du roller, c'est politique parce que je me fais harceler sexuellement, tout particulièrement quand je fais du sport dans l'espace public. Et je leur roule dessus, voilà. Merci. Merci. Ah, ouais, mais vous m'avez spoilé. À votre avis, qui d'entre nous a développé toute une théorie politique sur les mangas, et plus particulièrement le manga One Piece ? J'ai vu que tout à l'heure, je vous grillais la deuxième question. Pourquoi vous dites ça dans la réponse ? Est-ce que vous voulez développer un tout petit peu ? Ouais, alors One Piece, c'est le manga le plus vendu au monde de tous les temps. C'est un manga incroyable pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà, c'est le meilleur manga en fait. Et ouais, c'est un manga où on parle beaucoup d'étouffement. Et on parle beaucoup de libération et d'horizons qui s'ouvrent, etc. Et je trouvais que ça ressemblait quand même beaucoup, pour ce qui est de l'étouffement, à ce qu'on vit dans les quartiers populaires. Donc la fameuse pollution de l'air et les fameuses violences policières que j'essaie d'articuler. Et c'est beaucoup d'espoir en fait, parce que oui, on parle rarement de liberté, de libération quand on parle de ces gens-là, de cette population qui vit dans les quartiers populaires, parce qu'on a l'impression que ces gens-là, de toute façon, la liberté, ils peuvent pas vraiment l'apprécier. C'est tellement noble, la liberté, c'est pas pour ces gens-là. Et puis aussi, je crois qu'on s'est habitué au fait que cette population, elle doit être sous contrôle, en fait. Elle doit être sous contrôle permanent. Et qu'il ne s'agit pas pour cette population de sortir de cette assignation à résidence, parce que c'est la classe dangereuse aujourd'hui, la population qui vit dans les quartiers populaires. Donc, One Piece, ça permet aussi, je trouve, d'amener, en fait, comme horizon, la question de la libération, encore une fois pour des gamins, pour des gosses, pour une jeunesse dans les quartiers populaires qui se sent étouffée. Et puis moi je peux témoigner que ça parle parce qu'on a organisé une journée dans cette maison de l'écologie populaire à Verdragon en mars cette année avec des équipages One Piece. C'était des gamins, gamines qui sortent comme ça de Verdragon, qui vont à la recherche d'indices pour trouver le One Piece, parce que le One Piece c'est un trésor. Et ça a cartonné quoi. Il y a même des enfants qui m'en veulent à mort parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'équipage Kaido, l'équipage Big Mom, l'équipage Ma.
Et ouais, ça marche parce que c'est une manière de dire que on veut de l'espace, on veut de l'espace pour respirer, pour jouer, sans arriver avec un discours d'expert, un discours technique, technocratique. Et quoi de mieux que d'organiser une chasse au trésor avec ses enfants et de dire derrière aux parents, mais vous voyez, regardez, si on lutte contre la pollution de l'air, c'est pas pour vous faire chier en fait, c'est pour que vos enfants aient plus d'espace pour jouer. Et ça a très très bien marché. Et donc voilà, je peux témoigner du fait que One Piece ça cartonne. Voilà, quand on a un projet écologiste. Voilà. Qui d'entre nous pense que mettre des paillettes, c'est politique ? Ah, mais c'est trop facile. Oui, je pense que mettre des paillettes, c'est politique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la féminité est dénigrée et que sous prétexte qu'on met de petits décolletés, de petites paillettes, on peut pas être méga smart. Voilà. Ça m'arrive aussi de faire des discours hyper intenses. Qui entre nous pense que la purée de pois cassés est politique ? Pas vous ? Non, je trouve ça hyper long à cuisiner parce que j'achète les pois cassés, pareil, au 0 déchet, donc faut faire tremper, c'est une souffrance terrible. Est-ce que vous voulez nous en parler plus ? Ouais. Ben alors, la purée de pois cassés, c'est une spécialité... alors moi, je dis que c'est une spécialité du Rif parce que je suis du Rif. Tous les Nord-Africains disent que la purée de pois cassés, alors en arabe, on dit Bessara, que en fait, c'est chez eux, quoi. Donc les Tunisiens, les Algériens, tout le monde. Mais bon, la vérité, c'est que ça vient du Rif. Et la tribune politique, voilà, j'ai un message à faire passer. Aujourd'hui, c'est important de le savoir, voilà. Je suis là pour rétablir la vérité. C'est ça, parce que je suis universaliste, humaniste, mais... Faut pas déconner non plus, quoi. J'ai toujours des petits drapeaux marocains et rifins dans ma poche. C'est une manière de dire... C'était une journaliste du Monde qui m'avait posé la question d'un plat comme ça pour lequel j'avais de l'affection et qui me parlait beaucoup. Et ouais, c'est un plat en fait donc traditionnel donc du Rif qui est végétarien. Et c'est une manière de dire qu'en fait quand on veut cuisiner végétarien, quand on veut transmettre des recettes aussi végétariennes notamment à ses enfants, en fait on n'est pas obligé de passer par le tofu. Comment vous avez dit tout à l'heure ? Oui, le tofu c'est aussi bon que le poulet frit. Oui, voilà. Bon, c'est pas forcément le tofu. Et puis surtout, c'est pas forcément les saucisses végétales, les steaks végétaux, etc. Ouais, les trucs industriels. Ouais, voilà, industriels où en fait on peut pas refaire ça à la maison parce que c'est trop compliqué. Il y a tellement d'ajouts, de conservateurs, etc. que de toute façon c'est impossible à refaire. Et puis surtout, c'est une manière, cette histoire de Bessara, de dire qu'en fait on peut aussi aller chercher dans sa famille, chez ses proches, en fait, cette option végétarienne en fait. Donc elle peut être beaucoup plus intéressante et voilà, moi la purée de pois cassés c'est ma mère, c'est ma grand-mère, c'est mon pays d'origine, etc. Donc voilà, donc c'était pour glamouriser un petit peu cette histoire d'option végétarienne qui paraît comme ça encore une fois très technique, et c'était pour en faire quelque chose de très intime. Qui pense parmi nous que porter une chemise de couleur bleue c'est politique ? J'ai pas demandé la réponse. Il y a quelqu'un qui a dit c'est de droite. Non, en vrai, aucune d'entre nous ne pense que c'est politique. C'est juste que j'ai vu que vous portiez très souvent des chemises bleues pendant vos interviews. C'est juste que ça vous va bien au teint, en fait. Ah ouais, super. On est d'accord. Et je ne vous demande pas, à votre avis, qui pense que faire des blagues de cul, c'est politique. Merci beaucoup de reconnaître que c'est Fatima. Beaucoup de gens disent que l'écologie, c'est prendre le vélo, manger moins de viande et arrêter le plastique. Bon, il y en a d'autres qui disent qu'il faut arrêter d'envoyer des emails rigolos ou qu'il faut porter des cols roulés en hiver, mais bon. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est comment mieux manger, mieux se chauffer, avoir accès aux espaces verts, aux besoins primaires. Et pour vous, l'écologie, c'est libérer le peuple. Vous dites, c'est parce que nous ne sommes pas libres que le monde brûle, et le monde n'arrêtera de brûler que si nous nous libérons. Aujourd'hui, non seulement les classes populaires souffrent le plus des conséquences du réchauffement climatique, mais en plus, selon vous, leur liberté est compromise. On va en parler longuement, mais est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi les classes populaires, et surtout en périphérie des grandes villes, souffrent déjà
du réchauffement climatique. Oui, ils souffrent déjà et souffrent plus, surtout du dérèglement climatique. Alors, franchement, quand on dit les populations qui vivent en périphérie urbaine, périphérie des grandes métropoles, dans les quartiers populaires, en fait, c'est une manière très euphémisée de parler des populations non blanches, en fait, en réalité, qui vivent en France, la population issue de l'immigration Oui, mais je préfère quand c'est vous qui le dites, parce que... Après, je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Non, mais alors, oui, mais de toute façon, les deux vont ensemble la plupart du temps en France. Hein. La question de la classe, la question du territoire et la question de la race, elles sont de fait liées. Et oui, quand on vit dans les quartiers populaires, il s'agit là des endroits où il y a le moins de végétation. Alors on parle de végétalisation, c'est plus pour Paris que pour le 93 par exemple. C'est l'endroit où il y a le plus de routes, où la surface, le sol est le plus artificialisé, où il y a le plus de béton, etc. Donc de fait, ça va être l'endroit où on va avoir le plus chaud l'été par exemple. Voilà. Ça va être l'endroit où on va avoir le plus froid l'hiver parce que c'est l'endroit où il y a le plus de passoires thermiques. Moi je milite notamment à Bagnolet, donc c'est là où je vis, c'est là où grandissent mes enfants. Il y a un échangeur autoroutier à Bagnolet qui fait que c'est un des endroits en Europe où on respire le moins bien, où il y a le plus d'asthme, où il y a le plus de maladies respiratoires, etc., etc. Donc c'est déjà le lieu où on subit le plus donc le dérèglement climatique. Alors moi, ce que je dis, effectivement, quand je parle de demain et après-demain, et que je dis que donc ça va être pire, je dis que ça va être pire parce que je mets ça en lien avec la montée en puissance de l'extrême droite. Et le fait que, à mon sens, on ne se soucie pas assez du fait que des suprémacistes blancs, parce qu'il faut dire ce que sont ces gens, des suprémacistes blancs pourraient prendre le pouvoir. C'est de plus en plus probable les années prochaines. Ils sont déjà quand même un pied dans le pouvoir. On a déjà quand même 90 députés Rassemblement National à l'Assemblée. Mais alors, l'extrême droite qui prendrait le pouvoir, elle aurait à gérer les conséquences du dérèglement climatique. Et moi, la question que je pose, c'est voilà, l'extrême droite qui a géré le dérèglement climatique, ça donnerait quoi ? Ça donnerait encore plus de tout ce discours autour du grand remplacement, autour de la nécessité de remigrer ces gens-là, encore plus de racisme, encore plus de ségrégation spatiale, etc. Et tout ça a des conséquences très concrètes sur cette population qui vit dans les quartiers populaires, qui aura à subir ça dans sa chair, dans la chair de ses enfants. Et donc voilà, donc c'est déjà, ça craint déjà aujourd'hui. Et il faut le dire, il y a déjà des inégalités environnementales qui sont très très fortes dans l'Hexagone, mais ça pourrait être bien pire demain. Voilà. Yes, I. Est-ce que la liberté de circuler, ça n'est que interdire ou non les jets privés? Et est-ce qu'aujourd'hui en France, tout le monde a la même liberté de circuler? Oui, alors la question des jets privés, elle a été beaucoup posée en 2022. Vous vous souvenez, il y avait des débats comme ça pour savoir si oui ou non il fallait interdire, limiter, etc. C'est un débat. Moi, j'ai trouvé, alors peut-être pas marginal, mais en tout cas assez secondaire, par rapport à une autre question qui est liée à la circulation, à la mobilité, au transport, que sont les morts en Méditerranée. Alors moi, je trouve que c'est quand même bien plus grave de poser la question de la circulation de ces gens-là, donc qui meurent par milliers. On compte plus de 8000 morts par an en Méditerranée. Et je ne parle que de la Méditerranée, donc qui est devenue un cimetière, mais il y a d'autres murs, il y a d'autres frontières qui séparent notamment l'Europe et l'Afrique, et l'Europe et l'Asie. Moi, je pense que c'est ce qui devrait en fait être au cœur du débat autour de la circulation. Donc, pour moi, il s'agit moins de réduire ou d'interdire la circulation aux personnes qui sont très très riches, mais qui sont finalement assez peu, et il y a assez peu de conséquences en réalité sur le dérèglement climatique. Pour moi, il s'agit, même s'il faut le faire, enfin moi, si on peut aujourd'hui interdire à Bernard Arnault de prendre son jet privé, je signe tout de suite. Il faut le faire. Et à Patrick. Et à Patrick. Mais voilà, dans quelle mesure on se pose aussi la question, nous ici en Occident, nous ici en Europe et en France, des entraves
à la libre circulation d'une grande partie de l'humanité, et notamment de cette humanité qui vit de l'autre côté de la Méditerranée et qui n'est pas libre de circuler sans condition, parce qu'évidemment elle circule. Ceux qui circulent le plus en réalité ici dans l'Hexagone, ce sont les personnes migrantes en réalité. Par exemple, les saisonniers, ils circulent énormément entre l'Europe et l'Afrique, et ils circulent selon les besoins du capital. Moi, je pose la question de cette circulation sans condition, parce qu'il y a une égale dignité humaine, et que si on est libre de circuler, c'est pas une liberté, c'est un privilège. Dans quelle mesure on élargit ça à l'ensemble de l'humanité? Et vous parlez aussi de la liberté de circuler dans les quartiers populaires. Vous parlez du fait que souvent, en périphérie des villes, se côtoient des quartiers extrêmement bétonnés, avec des gros immeubles, etc., et des quartiers pavillonnaires. Et vous dites que de plus en plus, on voit des panneaux dans les quartiers pavillonnaires, là où il y a des parcs, des enfants qui jouent, qui vont à l'école avec les autres enfants, qui vivent dans les quartiers juste à côté, des panneaux interdits sauf riverains, qu'il n'y a pas dans les là où il y a des grandes barres d'immeubles, etc. Vous parlez aussi du fait qu'avec la gentrification, c'est-à-dire le fait que les riches vont de plus en plus loin dans les périphéries des villes, et donc les loyers deviennent trop chers pour ceux qui y vivaient avant, l'écologie, disons de classe blanche, quoi, comme elle est dite aujourd'hui, apparaît alors comme une menace de se faire chasser de chez soi. Souvent, on me demande, et c'est pour ça aussi que je fais ce programme et que j'avais envie d'en parler, les gens me demandent, oui, mais... Enfin, surtout les gens riches et blancs, et j'en fais partie et j'assume, mais me disent, mais je comprends pas ce que ça va faire à nos corps. Je comprends pas, voilà. Alors, donc parfois, j'essaie d'expliquer, voilà, en 2100, a priori, il y aura plus de 80 jours par an de canicule consécutifs, donc. Et donc, ils disent, on va avoir très chaud. Je dis, oui, mais on va avoir aussi très faim et tout. Mais ils n'arrivent pas à sentir dans le corps. Et pourtant, je trouve qu'on a vu ce que ça pouvait être, cette liberté de circuler pendant le Covid, en fait. Alors qu'on n'avait pas du tout anticipé le fait que on pourrait pas aller chez le voisin, aller à 400 mètres, jouer au ballon, etc. Et en fait, vous dites que ça arrive déjà dans les quartiers populaires, cette liberté de juste chiller avec ses potes, aller voir des amis. On voit qu'il y a des couvre-feux qui sont instaurés seulement dans certains quartiers et tout. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce que alors c'est vrai que c'était marrant. C'était relativement marrant pendant la période du confinement Covid. Les grosses barres. Cette classe moyenne plus, puis c'est vrai plutôt blanche, qui un parlait peu de respect pour nos douleurs, s'il vous plaît. Bah, c'est beau le blanc. En fait, il y a pas a priori bon, j'ai rien contre cette couleur. Moi aussi, je fais attention, je mets des pincettes. Et ouais, parce qu'en fait, ils se plaignaient comme ça, ces gens-là, de ce confinement, mais à la plage. D'être surveillés. Ouais, mais à la plage, quoi. Ouais. C'était dans les forêts, etc. Là, c'est dur, la liberté, etc. Les libertés publiques, mais t'es à la plage. Là, nous, on est, dans telle ville du 93, avec une densité de population énorme, avec des appartements exigus, où en fait, le dehors, en réalité, il servait quand même un petit peu de soupape. Parce qu'il n'y a jamais assez de place dans ces appartements-là. Et donc, c'était pas le même confinement, en réalité. Il aurait fallu avoir deux mots différents pour traduire les deux réalités qui sont si différentes. Oui, en fait, dans les quartiers populaires, il y a effectivement tout un processus qui tend à entraver notamment la jeunesse qui vit là. C'est vraiment la jeunesse qui est visée. Et c'est, par exemple, pour ce qui concerne les contrôles policiers. Les contrôles policiers, c'est pas juste pour embêter les gens, c'est pas juste de l'ignorance, un accident, etc. Non, je pense qu'il y a vraiment une fonction derrière, il y a vraiment une politique derrière, coloniale, qui consiste à répéter aux jeunes qui vivent dans les quartiers populaires, tu n'es pas ici chez toi, en fait. La preuve, c'est qu'on te demande tes papiers, la preuve, c'est qu'on te demande ton passeport, comme si tu étais à un checkpoint, comme si tu étais à une douane. Et donc, c'est vraiment une manière de répéter à cette jeunesse, voilà, tu n'es pas ici chez toi, tu es une sorte d'ennemi de l'intérieur, tu es étranger, tu viens d'ailleurs, des pays d'Afrique, de musulmanie, on invente plein de trucs, y compris vis-à-vis de jeunes qui sont pourtant nés là, quoi, nés en France. Et donc oui, ces entraves à la libre circulation, en réalité, c'est quelque chose qu'on connaît depuis qu'il y a de l'immigration dans ce pays. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commun. Tout à l'heure, vous parliez de harcèlement de rue. Il y a dans la tradition féministe cette exigence
de liberté de circuler. Je veux pouvoir circuler partout, quel que soit mon vêtement, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit. Bon, il y a quelque chose là de très commun avec ce qu'on pourrait revendiquer pour les personnes migrantes, par exemple. Voilà, les personnes migrantes ne doivent pas être réduites à leur utilité pour tel ou tel secteur d'activité, CF, ce dont veut débattre Gérald Darmanin avec cette histoire de... On l'embrasse. Oui, voilà, on l'embrasse très fort. Autour Gérald. Ouais, Madame Charmant. de trier les individus, mais en fonction évidemment de leur couleur de peau, parce que voilà, les migrants sont pas considérés, d'ailleurs sont même pas qualifiés de migrants lorsqu'ils ne viennent pas d'Afrique et d'Asie. On trie ces gens-là en fonction des besoins dans tel ou tel secteur d'activité, souvent les plus pénibles, les plus mal rémunérés, etc. Voilà, moi je pose la question de la liberté de circuler pour ces gens-là aussi, comme je la pose en tant que féministe, comme je la pose aussi en tant que militante des quartiers populaires et donc contre les violences policières. Moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose, même dans la lutte contre l'homophobie ou la transphobie, qui s'exprime souvent dans la circulation des corps dans l'espace public. Donc il y a vraiment quelque chose là de très commun à l'heure où quand même les luttes sont assez cloisonnées. On est chacun un petit peu dans son petit coin, dans sa discipline, dans sa petite bagarre. Moi je trouve que la liberté de circuler, elle permettrait de faire lien entre nous tous et nous toutes autour d'un enjeu commun, autour d'un droit fondamental, parce que la liberté de circuler n'est toujours pas reconnue comme un droit fondamental. Vous avez le droit de quitter une terre ravagée, mais vous n'êtes pas garanti d'être accueillis à bon port. Et donc moi je pense qu'il y a quelque chose à jouer là. Sur le principe, la liberté de circuler, ça serait génial en fait qu'on puisse circuler librement sans condition, mais aussi stratégiquement pour nous mettre autour de la table, autour de quelque chose vraiment, encore une fois, de commun, quoi. On s'adresse à une audience là tout de suite qui parfois connaît l'écologie à travers le prisme des gestes individuels. Et j'y ai fortement contribué. Au début, moi je pensais que c'était avoir des shampoings solides, d'être écolo. Il y a quelques années, je disais, le plus écolo, c'est de ne pas prendre l'avion. Le plus écolo, c'est d'arrêter la viande. Et maintenant, je dis, je pense que le plus écolo, c'est créer du lien, faire des liens autour de soi, se faire des amis et comprendre ce qui se passe à moins de 100 km. Et vous en parlez beaucoup du local, en fait, du régional. Et pour vous, c'est quoi l'importance du local et pourquoi créer du lien sur les territoires ? Là où on habite, c'est parfois plus écolo que de ne pas aller au Lidl, quoi. Oui, parce que tout simplement, on a tendance à poser la question écologiste sans poser la question dans un prisme plutôt environnemental, sans poser la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'on va effectivement informer sur ce que disent les rapports du GIEC, on va dire à quel point il y a une urgence, à quel point il faut passer la deuxième, etc. Mais rarement en posant la question de savoir si on a le pouvoir de changer les choses. Voilà. Dans les quartiers populaires, en tout cas, on a zéro pouvoir. Je veux dire, on a beau informer les gens de ce qui se passe, et d'ailleurs, c'est de moins en moins nécessaire parce que les gens ils voient bien à quel point ça craint. Je veux dire, on le disait tout à l'heure, c'est là où on respire le moins bien, c'est là où on a le plus chaud l'été, le plus froid l'hiver. Donc les gens sont sensibles en fait, en réalité déjà aux conséquences du dérèglement climatique. Mais on a beau les informer, je veux dire, si ces gens-là ne peuvent même pas choisir de la couleur des poubelles dans leur quartier, parce que c'est ça qui se passe dans les quartiers populaires, on n'a même pas la possibilité de choisir notre environnement immédiat, en fait. La preuve avec cette lutte qui a duré 55 ans là, autour de l'option végétarienne, je veux dire, on n'a même pas le pouvoir... Ans. Vous n'exagérez pas un peu. 5 ans. 5 ans. Mais je veux dire, voilà, on n'a même pas le pouvoir de décider de ce qu'ont à manger nos enfants tous les jours à midi. Alors que l'alimentation c'est tellement important, on a passé des années 55 ans à les allaiter, ces enfants, etc. Ça, je veux c'est dire, trop long, Fatima. Pas... Je veux pas m'immiscer dans votre vie perso, mais c'est un peu trop. Mais c'est pas pour les abandonner entre midi et 2, du lundi au vendredi. Donc même là-dessus, même sur une question aussi importante que la nourriture, je veux dire, on n'a pas notre mot à dire. Donc je veux dire, ça sert à rien de poser la question écologique à des gens qui n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Et donc, il faut poser la question du pouvoir politique. Et le pouvoir politique, pour moi, il va aller s'attraper, il va aller se braquer au niveau local. Ça commence en bas d'immeuble. C'est là qu'on va... nous, c'est pour ça que nous, c'est des petites choses qu'on fait. Hein. L'alternative végétarienne, les ascenseurs, ça paraît des petites bricoles, mais ça permet d'expérimenter, en fait, la reprise de pouvoir. Et pour moi, si on ne se soucie pas de ça, et donc c'est aussi une question démocratique, est-ce que les gens
notamment les classes populaires, est-ce qu'elles ont le pouvoir de changer la donne? Si on ne se soucie pas de ça, pour moi, c'est du vent, en fait. C'est même, je pense, de l'hypocrisie. Et vous dites souvent que les partis politiques qui parlent d'écologie et tout disent oui, les classes populaires, elles s'intéressent pas à l'écologie, c'est dommage, on n'arrive pas à les sensibiliser, etc. Et ce que vous expliquez dans vos ouvrages, vu il y a ce processus de désancrage que vous expliquez, mais vu qu'on n'arrête pas de leur dire qu'ils sont pas chez eux, comment est-ce qu'ils pourraient avoir envie ou avoir le pouvoir de changer quelque chose? Et j'ai vraiment cette métaphore en tête. Genre, tu vas dormir chez un ami parce que t'es en galère de loyer, tu dors sur son canapé et genre, il y a la copropriété qui vient te voir et qui dit il faut venir à la réunion de la copropriété et il va falloir donner de l'argent pour rénover la charpente et on voudrait parler du fait qu'il faut changer le paillasson parce que le chien de Madame Germaine n'arrête pas de pisser dessus. Toi, t'es là-bas. Non, en fait, je vais pas... Bref. Je trouvais cette métaphore pas mal, mais vous pouvez la prendre pour votre prochain livre, Fatima. Ça me fait plaisir. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler... vous nous avez déjà parlé un peu de ce désancrage, mais en gros, vous dites c'est pas que les classes populaires ne veulent pas... ne sont pas sensibilisées, c'est que vous parlez de choses qui sont déconnectées de nos réalités et du pouvoir qu'on peut avoir sur nos propres vies, quoi. Oh oui, mais ça, je crois que les partis le savent, en fait. Les partis politiques que vous évoquez, je pense qu'ils savent très, très bien que les populations auxquelles ils s'adressent, en fait, n'ont pas le pouvoir parce qu'ils ne sont pas ancrés dans la terre, que la terre, déjà, ils ne la voient pas. Je veux dire, dans les quartiers populaires, on ne la voit pas, la terre. Il y a quelques petits espaces verts très, très précis, des petits rectangles comme ça, à droite, à gauche. Mais je veux dire, il n'y a pas ce rapport sensible à la terre qu'on pourrait avoir dans le Jura, par exemple. Et donc, voilà, ces partis savent très, très bien. C'est marrant, vous parlez du Jura. Non, alors je parle du Jura, pourquoi? Parce que en vous écoutant... Vous avez parlé de façon fantasmée. Vous n'avez pas dit les Alpes. Alors vous avez dit le Jura comme... Oui, mais il y a une raison super précise. C'est qu'en réalité... Vous avez une femme de comté là-bas. Non, j'ai passé beaucoup de temps dans le Jura, je vais vous expliquer. En réalité, l'articulation que je fais dans l'écologie pirate entre la terre et le pouvoir, j'ai observé ça dans le Jura, parce que alors, moi j'étais garante pour la Commission nationale du débat public, donc c'est allé super vite, vous pouvez redire? Ouais, Commission nationale du débat public, et c'est une institution qui est en charge d'organiser le débat public autour des projets, que ici je suis sûre vous pourriez qualifier de grands projets inutiles, mais moi j'ai pas le droit parce que je suis neutre, des projets à fort impact environnemental et à plus de 300 millions d'euros. Et donc il y a un projet comme ça de Center Parcs dans le Jura, et alors j'ai vu des gens arriver avec des fourches, vraiment, je vous jure. Tellement ils ne voulaient pas de Center Parcs, en disant ma terre, ma forêt, et c'était tout l'amour. Alors chaque petit oiseau comme ça ils connaissaient, enfin je veux dire c'était vraiment des gens qui étaient ancrés dans le territoire et qui ont pu dire non. Et le projet ne s'est pas fait, à la différence d'un autre territoire en Bourgogne où là les gens n'étaient pas aussi ancrés, ils sont pas arrivés avec des fourches. Et ils connaissaient pas les petits oiseaux et les petits arbres. Et le projet, là, s'est fait. Et donc, c'est vraiment sur d'autres territoires que les quartiers populaires, en réalité, où j'ai pu... avoir des fourches il faut être pour ancré... gagner des luttes. Il faut être ancré dans la terre. Il faut être ancré dans la terre et s'y sentir chez soi, s'y sentir légitime. C'est comme ça qu'on la défend, qu'on la protège. C'est vraiment d'abord en faisant... il y a un travail à faire. Moi, d'ailleurs, je m'adresse aussi aux quartiers populaires et aux parents des quartiers populaires en disant, nous, notre rôle maintenant, c'est de dire à nos enfants, vous êtes ici chez vous. Il faut arrêter avec le va-et-vient entre ici et là-bas, n'être ni d'ici ni de là-bas. Il faut dire à nos enfants, vous êtes d'ici. Et nos enfants, ils vont se libérer parce que la terre sera libérée. Et la terre sera libérée, et je m'adresse ici aux écologistes, parce qu'on arrêtera de sous-humaniser nos enfants. On arrêtera de considérer que ce sont des citoyens de seconde zone. Donc vraiment, voilà, c'est dans le Jura que j'ai pu constater ça. Et je suis revenue dans les quartiers populaires ensuite pour dire, voilà, mais vraiment, il y a un truc auquel on n'a pas pensé, c'est la terre. Et c'est vrai que les quartiers populaires, on les qualifie comment? On dit que ce sont des US, des ZEP, des ZEP+, des REP. Alors Darmanin dirait, Gérald dirait des quartiers de reconquête républicaine. J'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un de mort. Feu Gérald. Dans nos cœurs pour toujours. Et dans nos rêves, pour ce qui concerne la mort. Et nos cauchemars. Je sais plus ce que je disais. On a parlé de Darmanin et on a... Non, mais vous disiez ZEP, ZUP... Ouais, voilà. Moi, je suis sûre qu'on aurait davantage d'envie, en fait, de protéger cette terre si on parlait de vallée des dragons, de plaine des pirates, enfin, un truc un peu plus... vous beau, faites la quoi. transition pour mon jeu de pirate. Fatima, on va jouer à un jeu de pirate.
Je remontre le livre incroyable. Vous faites souvent référence à la piraterie. Dans votre dernier livre, vous défendez une écologie pirate, à la fois pour son caractère rebelle, stratège, collectif, et aussi parce que ça fait rêver les enfants. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous proposer un petit jeu qui vient d'être imprimé, dans lequel j'aimerais vous faire participer. Vous êtes chaud ? Je vais citer des phrases et vous devez me dire s'il s'agit de phrases prononcées par Fatima ou des phrases sorties par des vrais pirates. Il est bien ce jeu, hein ? On essaye ? 2 points, ouvrez les guillemets. On est des vrais canailles. De maudits pirates. Trinquons, mais jolis. Yo ho! Il y a des gens qui disent Fatima, hein. C'est Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Et pas Fatima qui avait un peu abusé de purée de pois fermentée. La piraterie, c'est un projet de résistance qui a comme objectif la libération de la Terre et comme horizon l'égale dignité humaine et la liberté de circuler. Ok, c'était pas la piraterie, c'était l'écologie pirate. C'est une phrase de Fatima, tout à fait. Trop facile. Quiconque déserterait le navire ou son poste d'équipage pendant un combat serait puni de mort à la fourche ou abandonné sur une île déserte. Mais il y a des gens qui disent Fatima, non ? Et non, il ne s'agit pas de Fatima, motivant ses troupes avant d'aller rencontrer le directeur de l'école de Bagnolet. C'était un piège. C'était le commandement numéro 6 du Code des pirates, écrit par le célèbre pirate Bartholomew Roberts, pas du tout, en 1720. Celui qui a peur de la mort a peur de la vie. Malheureusement, c'est pas moi. C'est une phrase de Bernard Tapie, qui était un peu une sorte de pirate du business. La piraterie, c'est prendre la mer et se libérer des humiliations que l'on vit. C'est bien Fatima Wassak qui a prononcé cette belle phrase dans une interview à Manifesto 21. La seule différence entre eux et nous, c'est qu'eux volent les pauvres sous couvert de la loi et que nous pillons les riches sous la protection de notre seul courage. Le début, vous étiez un peu là, c'est Fatima, et après vous étiez là, est-ce qu'elle assume autant de voler les riches ? C'est un discours prononcé par le pirate Samuel Bellamy en 1724. Attention, très difficile. Si l'on veut contester la fatalité coloniale capitaliste, il faut prendre la mer, montrer qu'il existera toujours une alternative solide. Et oui, c'est bien vous, Fatima, qui avez prononcé cette phrase, et non pas Jack Sparrow, malheureusement. Voilà, c'était la fin du jeu. Hyper fière. Donc là, c'est un jeu, mais vous répondez sérieusement. Ça s'appelle le jeu de la convergence des luttes. Vous êtes la pro de ça. Vous êtes une fervente défenseuse de la convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est trouver des points de convergence. Merci, Swan. J'arrive pas à croire ce que j'ai écrit. Surtout que je suis là, oh là, je suis un génie. Et après, je suis certaine, je suis là, je change tous les mots, j'ai pas compris. C'est trouver des similitudes entre 2 combats politiques qui n'ont a priori pas grand-chose à voir. Par exemple, imaginons qu'il y a un groupe qui milite pour que le Nutella soit interdit parce que ça contient de l'huile de palme. Imaginons maintenant qu'il existe un autre groupe de gens qui militent pour faire un régime. Paf, convergence des luttes. Et on voit que je n'ai pas écrit le livre de Fatima Wassak. Et puisque je suis une débutante en politologie, je ne sais même pas si ça existe ce mot, et peut-être beaucoup de gens ici, sauf le mec qui est vegan depuis 3 ans, et que vous aimez les enfants, je vais prendre la voix de ma nièce de 12 ans. On l'embrasse. Elle est avec Gérald. Non, je rigole. Mais non, mais parce qu'elle a du pouvoir politique, voilà, c'est tout. Mais pourquoi vous pensez à la pédophilie directe ? Est-ce que vous êtes prête ? Prête. Alors, ma nièce, elle parle comme ça. Madame Wassak, j'ai vraiment lu le livre et tout, mais j'ai pas tout compris.
Donc, est-ce que vous pouvez me dire quel est le point commun entre l'industrie agroalimentaire et le racisme? Parce que dit comme ça, il n'y a aucun rapport. Eh ben, ça part du fait que ça part de la question de la viande. Nous, quand on avait posé la question de l'alternative végétarienne au début, donc c'était 2016, ce qu'on nous opposait, c'est cet argument autour de la nécessité pour les pauvres, pour la classe ouvrière, de manger de la viande parce que c'est des gens qui n'ont pas de viande chez eux et donc il fallait de la viande à la cantine, etc. Et déjà à l'époque, il y avait des études qui montraient que, en fait, en réalité, ceux et celles qui consomment en France le plus de viande, ce sont les classes populaires et pas les classes moyennes supérieures. De la même manière, les personnes qui mangent le plus de produits transformés, industriels, etc., ce ne sont pas les classes moyennes supérieures. Ce sont les classes populaires. Les personnes qui cuisinent le plus, on pourrait penser aux femmes au foyer des classes populaires. Les personnes qui cuisinent le plus sont les classes moyennes supérieures aujourd'hui et pas les classes populaires. Parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut de la place, parce qu'il faut aussi un peu d'énergie et de santé mentale en fait pour rentrer chez soi après le travail, cuisiner, Couper etc. les oignons. Voilà. Et tout ça, ça demande pas simplement de l'argent, ça demande encore une fois du confort, en fait, en réalité. Ce que n'ont pas les classes populaires. Et donc, oui, les classes populaires consomment le plus de sucre, le plus de produits transformés, le plus de produits industriels, etc. Et donc, l'industrie agroalimentaire, quand on dit qu'elle est néfaste vis-à-vis pour la population, c'est pas pour toute la population. En réalité, les populations qui sont le plus ciblées, ce sont les classes populaires. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les classes ouvrières, les classes populaires aujourd'hui en France, ce sont quand même pour grande partie les populations qui vivent dans les quartiers populaires et pour grande partie donc des populations non blanches. Voilà aussi le lien avec le racisme. On sait que les enfants des classes populaires notamment consomment le plus de sucre et le sucre, c'est, je ne sais pas si tout le monde est au courant ici, c'est une drogue et on en met partout et on en met de plus en plus partout. On en met notamment pour camoufler ces cadavres d'animaux qu'on a torturés. C'est tout ce qui est ketchup, chapelure. C'est incroyable de sourire à ce moment-là. Bah oui, non mais c'est très astucieux. Ils le font très bien. La viande industrielle aujourd'hui, c'est quoi? C'est des cordons bleus, donc c'est des cadavres d'animaux qui ont été torturés. Et puis pour que ça passe, pour qu'on puisse consommer ça tranquillement, on recouvre de sucre, quoi. Donc encore une fois, chapelure, mayonnaise, ketchup, on met du sucre partout. Et on en met encore une fois, notamment pour les plus petits, pour les tenir attirer, en fait. Ouais. Et pour moi, oui, je pense que c'est une manière de coloniser ces corps-là. Donc face à l'industrie agroalimentaire, on n'est pas tous et toutes égaux. Les personnes racisées notamment et les personnes pauvres sont encore plus victimes. Voilà le lien que je ferai auprès de la nièce en question. Merci Madame Ouassak, j'ai tout compris. Moi, je voudrais savoir en fait, dans votre livre, pour une écologie pirate, je fais un placement de produit parce que ma tante, elle m'a appris, elle est influenceuse. Pour une écologie pirate, et nous serons libres, édition la Découverte, dans votre livre, vous faites un lien entre le traitement d'un immigré et d'un arbre. Vous pouvez m'expliquer, parce que là, pour moi, il y a R. Oui, c'est la question de la mise au travail et de la mise en utilité. Alors, c'était moins pour parler des arbres que pour parler de ces humains qu'on qualifie donc de migrants. Mais alors, le commun, c'est de ne les traiter, de ne les considérer. Les arbres comme j'allais dire les arabes comme les j'ai rien c'est pas à une lettre près. Non, les personnes qu'on qualifie donc de migrants, c'est en fait de ne les considérer que au regard de ce qu'ils apportent en fait et donc au regard de leur utilité. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le projet de loi Darmanin sur l'immigration, c'est ça, c'est de dire en fait le rapport que l'on doit avoir aux personnes migrantes, à ces personnes-là, c'est un rapport utilitariste. Est-ce que ces gens-là sont utiles pour le capital, pour tel ou tel secteur d'activité? De la même manière, c'est le rapport qu'on a à ce vivant-là, donc les arbres. Il faut qu'ils soient utiles pour réparer ce qu'on a causé. Et voilà, pour essayer de compenser
en fait tout le dérèglement climatique dont on est nous coupables. Enfin nous, je généralise beaucoup. Hein, tout le monde n'est pas responsable de la même manière. Mais c'est aussi le rapport qu'on a dans les bergeries aux petites chèvres. Alors il y a une bergerie, il y a toujours une bergerie à Bagnolet. Le rapport qu'on a à ces chèvres, c'est la même chose. Il faut égayer comme ça ces enfants qui sont emmurés, qui vivent dans du béton, et donc les chèvres sont elles aussi mises au travail. Elles ne sont appréhendées qu'au travers de leur utilité. Voilà un peu le lien qui existe entre les chèvres et les arbres. Donc j'ai ajouté même un item, les chèvres, les arbres et les migrants et les personnes migrantes. Merci Madame Wassac. J'ai essayé de comprendre, mais c'est chaud de ouf. Vous faites le lien, c'est pas moi, c'est Madame Wassac, entre la pollution qui étouffe et la police qui étouffe. C'est hyper glauque, mais est-ce que vous pouvez expliquer SVP ? Et ben alors il y en a un qui a fait le lien. Et je crois qu'il l'a fait exprès, parce que ça participe du harcèlement moral, psychique vis-à-vis des populations non blanches. Et c'est Gérald Darmanin qui, lorsqu'on lui a posé, vous vous souvenez de cette énième... En fait, on lui avait posé la question des violences policières et il avait dit, alors moi quand j'entends parler de violences policières, j'étouffe. Et je pense qu'il avait fait exprès pour appuyer là où ça fait mal. Et c'était peu de temps après la mort de George Floyd. Ouais. Absolument. Et les manifestations organisées par le comité Damas, je sais plus, je crois que c'était en 2021. Oui, il y a un lien. Donc c'est déjà dans les mots d'ordre. Il y a une tradition dans la lutte contre les violences policières en France et ailleurs où on lutte contre les violences policières, c'est de dire qu'on veut respirer. Voilà, on veut respirer. C'est très précisément pour lutter contre des techniques d'immobilisation policière, le plaquage ventral notamment, la clé d'étranglement. Donc c'est pour dire, par exemple, je le disais à l'instant, Adama Traoré, il est mort sous le poids de 3 gendarmes. Il est mort asphyxié dans le cadre d'une intervention policière sous le poids de 3 gendarmes. On pense aussi à Cédric Chouviat. Il y a dans l'histoire des violences policières des individus qui sont morts asphyxiés. Et donc, un des mots d'ordre, c'est de dire, voilà, on veut respirer. Et alors, il y a un lien, évidemment, avec la cause écologiste, c'est la lutte contre la pollution de l'air. Alors, ça paraît comme ça assez artificiel. Donc là, je m'adresse à la nièce. C'est que ça paraît un peu tiré par les cheveux. Mais en réalité, si on se met à la place... Mais non, alors justement, c'est pas une métaphore parce que... Pardon, madame. Moi, ça... lorsqu'on vit en face d'un échangeur autoroutier, qu'on a des enfants, c'est pas une métaphore parce que il y a beaucoup de parents, de mères en particulier dans les quartiers populaires, qui ont autant peur pour leurs enfants concernant les violences policières que concernant la pollution de l'air. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas artificiel. Je veux dire, moi je connais plein de gens qui vivent dans les quartiers populaires qui veulent partir des quartiers parce que leurs enfants respirent mal. Voilà. Mais aussi parce que voilà, leurs enfants sont contrôlés par la police sans forcément d'ailleurs être tués ou même blessés, hein, mais juste humiliés. Et donc, il y a une lutte peut-être commune à aller chercher. Alors après, oui, il y a stratégiquement, parce que je suis militante politique et que j'essaie de travailler avec d'autres militants sur des causes communes, il y a un lien aussi à faire pour organiser en 2020 une marche Génération Adama, Génération Climat, on veut respirer. Et pour dire, voilà, on a donc cette fameuse convergence des luttes, on a une lutte commune à mener et on ne sortira les uns, les unes et les autres que si on arrive à se mettre sur un front commun. Donc c'est aussi pour cette raison-là que j'ai articulé ces deux luttes autour de ce mot d'ordre, on veut respirer. Incroyable, bravo. À quel moment ça a été évident pour vous que tous ces thèmes de lutte allaient ensemble ? À quel moment ça a fait tilt ? Vous n'avez plus votre voix elle m'a manqué. Ah non, j'ai changé. Je suis une adulte maintenant. À quel moment ça a fait tilt ? Non, en fait, c'est pas simplement un travail théorique, intellectuel, d'écriture par exemple. C'est vraiment sur le terrain en fait. C'est vraiment sur le terrain des luttes où vraiment il y a une urgence. Et ça, alors là, on est bien et on sourit, et on est en bonne compagnie. Mais vraiment, moi, je vis avec cette urgence vraiment au quotidien. Et tous les jours, je dis, il faut passer la deuxième, attention. J'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la montée en puissance de l'extrême droite, pas simplement en France, mais en Europe. Et moi, je pense que les écologistes, le mouvement climat, mais les écologistes de manière générale, ne prennent pas assez la mesure de ce que ça pourrait donner l'extrême droite au pouvoir, réellement pouvoir, en France et en Europe. Franchement, c'est
ce serait pas super, quoi. Je veux dire, l'extrême droite au pouvoir. Enfin, il y a vraiment un truc, moi, qui me terrifie, et parfois je désespère du fait que ça terrifie pas assez, en fait. Et ça, vraiment, il y a là une urgence qui fait que tous les jours, on se dit, il faut qu'on fasse du lien avec les autres, avec les camarades. Il ne faut pas se laisser cloisonner, il ne faut pas rester comme ça divisé. Il faut vraiment essayer de travailler à du commun. Et donc, c'est plutôt sur le terrain, en fait. Franchement, à 6h du matin, sur le piquet de grève, il y a qui sur le piquet de grève en question, et comment on arrive à travailler ensemble, sur quel mot d'ordre, avec ce truc quand même qui est au centre, c'est l'égale dignité humaine, vraiment. C'est-à-dire que normalement, à la fin de nos discussions, on doit trouver quelque chose de commun parce qu'on est vraiment égaux dans notre dignité humaine. Et donc, voilà, c'est soit on arrivera à se mettre d'accord autour de luttes communes, et soit on arrivera à se mettre d'accord autour de la nécessité de se libérer ensemble, soit vraiment, moi je suis persuadée qu'on va tous crever, en fait, chacun dans notre coin. Et donc voilà, c'est pas... Mais plus vous dites des choses horribles, plus vous souriez, j'ai remarqué. Oui, parce que j'ai la chance de militer, et donc j'ai la chance de me dire que voilà, si on fait notre petite part, on va y arriver. Mais encore faut-il prendre conscience de l'urgence et se mettre à discuter ensemble et essayer de trouver des solutions ensemble. Merci. 2 dernières petites questions, enfin immenses, parce que je voudrais en parler des heures avec vous, mais moi je vais boire un verre avec elle après. Est-ce que vous pouvez nous parler de Vert Dragon, s'il vous plaît, cet endroit incroyable que vous avez créé à Bagnolet? Ouais. Endroit incroyable, mais alors j'insiste, endroit tellement inespéré. Parce que vraiment, même moi, je ne m'attendais pas aux attaques qu'on a subies lorsqu'on a annoncé cette maison de l'écologie populaire. Donc, on a cofondé Front de Mer avec Alternatiba, les camarades d'Alternativa Paris. Moi, je pensais qu'après cette histoire d'alternative végétarienne qu'on a donc réussi à obtenir au bout de 55 ans, mais bon, ça a paru 55 ans, c'était que 5 ans, mais ça paraissait super long. Comme on avait eu cette victoire, moi je me suis dit c'est bon, on va annoncer que on ouvre une maison de l'écologie populaire, au moins la gauche, les écologistes, etc. vont nous applaudir en nous disant mais allez-y, on est avec vous, etc. Super. Ça n'a pas du tout été le cas. On a eu vraiment tout le monde sur le dos. Notamment la gauche. Hein. Notamment la gauche, et c'est ça qui est le plus choquant en fait. On se dit la droite, l'extrême droite, le macronisme, etc. Ils font leur boulot en fait en réalité. Normalement, les camarades interdire les maisons de l'écologie populaire. Voilà, c'est à ça que ça sert l'extrême droite, c'est empêcher. C'est ça qu'on a voté pour eux, donc. Non, mais l'extrême droite, elle sert à ça. De toute façon, elle sert à empêcher les Noirs et les Arabes de vivre quoi, et d'être légitimes, d'être heureux, etc. Donc l'extrême droite fait son travail. Voilà, là où c'est le plus étonnant, effectivement, c'est la gauche. Vous avez ouvert une maison d'écologie populaire dans un local de 900 mètres carrés. Alors, pas 900. Pardon. Parce que, alors, justement, attention, il faut être super précise. Pardon. Parce que, alors, moi, je disais 1000. Parce que, alors, j'arrondis, c'est ma petite exagération méditerranéenne depuis le début, là. Donc, moi, j'arrondissais à 1000 mètres carrés. Et en me vantant, en vantant le travail qu'on a fait, en disant on a réussi à récupérer 1000 mètres carrés. Moi aussi, si j'avais 1000 mètres carrés, je serais pas en train de faire un spectacle, laissez-moi vous dire. Et puis alors, c'est pas n'importe quel 1000 mètres carrés, c'est 1000 mètres carrés pour mener un projet antiraciste. Et ça, il n'y a pas beaucoup de lieux antiracistes en France, et surtout autonomes. C'était en disant, voilà, nous, on est autonomes, on mène notre projet. L'auto-organisation. Et donc, voilà, il y avait cette fierté, en fait, d'avoir repris un petit peu d'espace, un petit peu de terre, un petit peu de pouvoir. Et oui, et tout de suite, ça a été des attaques. Et ceux qui nous attaquaient ne parlaient pas de 1000 mètres carrés ou de 900. Ils disaient 963 mètres carrés. Et donc, tu sentais que chaque mètre carré faisait mal. Et que c'était un mètre carré de trop, quoi. 963 mètres carrés de trop. Et donc, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai su que c'était 963 mètres carrés, très précisément. Vous avez même pas lu le bail. Non, j'ai fait confiance aux fachos, en fait, qui parlaient du lieu, quoi. Ils disaient 963. Incroyable, cette phrase. J'ai fait confiance sur leur précision dès lors qu'il s'agit de terre qu'il faut. Vous avez appris des choses sur votre lieu. Bien sûr. En fait, et ouais, donc c'est un lieu vraiment qui est. C'est pour ça que je parlais de lieux presque miraculeux. Ouais, mais c'est ça qui se passe en fait. En réalité, c'est ça le plus important. Et moi, c'est ça que je dis en fait aux camarades qui veulent comme ça ouvrir des lieux autonomes où on fait de l'auto-organisation, mais encore une fois des lieux antiracistes. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui en France. On peut ouvrir des lieux féministes, des lieux écologistes. Il y a pas de problème. Même anticapitalistes, on peut. Non, ce qui fait mal aujourd'hui en France, c'est vraiment l'antiracisme. Et donc oui, moi je dis en priorité que c'est un combat déjà en soi d'ouvrir un lieu. En fait, en réalité, quand on ressemble à des gens, quand on ressemble à moi en fait, précisément, donc des personnes musulmanes, des femmes aussi, des personnes racisées.
Et que c'est la première des luttes et la plus importante, parce qu'une fois que vous avez le lieu, après tout est facile. Une fois que vous l'avez braqué, que vous avez tenu contre les attaques, nous on a 15 000 projets en fait dans les tiroirs. Il y a cette chasse au trésor dont je parlais, mais on a organisé par exemple des conférences qui s'appelaient le GIEC pour tout le monde. C'est incroyable de se battre contre l'extrême droite, la gauche, la droite, et dire on va faire une chasse au trésor, y'a quoi? Non, parce que c'est ça, c'est qu'en fait ces gens, ils pensent que nous, notre projet dans la vie, et que c'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est d'islamiser la France et l'Europe et le monde, en fait, c'est d'imposer la charia, etc. Et avec les années, en fait, on montre que, non, en fait, nous, on veut juste l'alternative végétale. Nous, c'est la bouffe, c'est les chasses au trésor, c'est pas le grand soir, quoi, c'est pas la révolution, c'est pas un truc, mais c'est aussi pour nous humaniser, en fait. C'est aussi pour normaliser ce que l'on a à faire. Nous, on veut juste s'occuper de nos enfants, en fait. On veut juste que nos enfants soient bien, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent se jouer, qu'ils puissent être libres, qu'ils puissent respirer autre chose que l'air des échangeurs autoroutiers. Voilà, mais il y a quelque chose de très radical en fait, d'opposer ça, la chasse au trésor, à ceux qui nous attaquent et qui cherchent à nous diaboliser. Donc c'est pas anodin. Mais on fait effectivement plein de trucs. Il y a une AMAP à Verdragon. Il y a plusieurs résidences d'artistes parce que la question artistique, la question culturelle est très très importante pour nous. On pense que c'est aussi comme ça que doit passer le message. Et ouais, ça fait 3 ans. On va fêter les 3 ans en janvier. Bravo. Voilà. Verdragon, mesdames et messieurs. Dernier point avec vous, Fatima. Une phrase qui a beaucoup résonné en moi. Vous dites, en parlant de notamment la création de Verdragon, on ne peut pas perdre. Dès lors qu'on lance un projet de protection du vivant, de libération de la terre, autour de la liberté, de l'émancipation, on ne peut pas perdre. Il faut s'y mettre. À la fin, on gagne. C'est pas facile. Mais voilà, on part tellement de rien. Ça veut dire quoi, gagner? Je sais même pas si... c'est moi qui ai employé ces phrases... Ouais, ok. D'accord, non, mais je fais confiance. Vous avez cassé mon émotion, là. Hein. Ça me paraît très abstrait, très large par rapport à ce que... Non, c'est pas moi qui étais abstraite, là. Hein. Peut-être j'ai un peu exagéré. Non, moi je parle des enfants, en fait. Moi je dis on peut pas perdre... Peut-être vous parliez d'une partie de Monopoly, genre je ne perdrai jamais. Mais moi, j'ai un peu interprété. Non, alors, pour reparler de Verdragon, c'est vrai que quand ça a attaqué sec, franchement, voilà, on a failli perdre le lieu, etc. Mais en réalité, au fond de nous, on se disait, mais de toute façon, ils peuvent monter au ciel et descendre, et nous chasserons jamais d'ici, parce que même s'ils dénoncent le bail, qui était un bail précaire, même si, en fait, on bougera pas de là, parce qu'on est là pour nos enfants. Vous voyez, donc c'est plus précis que la libération de la Terre, de la planète, etc. C'est vraiment les enfants qu'on a aujourd'hui, en fait. Mon fils, ma fille, les fils et les filles des camarades, des copines. C'est, en fait, on sait bien que c'est pour leur améliorer leur sort, en fait. C'est pour, et que c'est urgent. Nous, on veut pas que nos enfants soient détruits par le racisme. On veut pas que nos enfants, aient honte de ce qu'ils peuvent être. On veut pas que nos enfants aient honte de leur mère, de leurs parents, de leur culture, de leur religion, etc. Donc, c'est vraiment des questions de vie ou de mort. Et donc, ça enclenche une détermination, oui, je pense, qui est infini, quoi, qui est sans faille. Et oui, c'est ça qu'on a opposé à ceux qui nous attaquaient, en leur disant, mais vraiment, vous êtes tombés sur un os avec nous. On ne bougera pas d'ici. Il y avait de leur part la volonté de nous chasser, vraiment. Alors moi, dans mon livre, je parle de hogra. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est un mot arabe. Bon, voilà, il y a quelques personnes qui connaissent. Une personne arabe. Non, parce que alors... C'est celle qui vient de Rif. Je préfère être transparente avec pas les gens du qui Rif, regardent la vidéo. Parce que alors, le mot hogra, c'est un mot qu'on utilise dans le monde arabe de manière générale. C'est dire et on peut pas traduire ce mot. C'est vraiment pour dire l'humiliation totale de l'institution vis-à-vis de l'individu et l'institution qui cherche à faire passer sous terre l'individu, qui cherche à l'humilier et comme pour lui faire comprendre que son sort ne s'améliorera jamais. Et le sort de ses enfants et de ses petits-enfants, c'est comme ça, c'est éternel. Voilà, c'est un sous-humain. Et moi, je pense que les personnes qui voulaient nous chasser de Verdragon, c'est des personnes qui voulaient nous faire la hogra, comme on dit, beaucoup dans les quartiers, parce que là, pour le coup, le mot, il est vraiment très connu dans les quartiers. Ça fait partie vraiment de la culture politique des quartiers populaires. C'est vraiment chasser des femmes, parce qu'effectivement, le front de mer, ce sont des femmes non blanches, musulmanes, les chasser devant leurs enfants, en disant, mais regardez, vos mères là,
en fait. Ça pèse rien, ça vaut rien. Regardez comment on les dégage de ces 963 mètres carrés. Elles ont cru quoi? Elles ont cru qu'elles étaient chez elles, ici. Et c'est ça qu'on nous renvoyait. Et nous, à ça, on a opposé, mais nous, on bougera une fois qu'on a posé nos valises, donc ça a été dur. Vous avez ramené tous vos livres de One Piece, vous non, avez et mis surtout, devant la porte. Non, et on a ramené... Non, franchement, alors, et je tiens à leur rendre hommage, j'en profite ici. Non, on a ramené Alternativa. Parce que pour moi, Alternativa, ça faisait déjà plusieurs années qu'on faisait de la convergence des luttes, mais c'est ce jour-là qu'on a fait de la convergence des luttes, c'est ces jours-là. C'est quand Alternativa est restée avec nous déterminée en disant, mais voilà, elles, ce sont nos camarades, c'est vous le problème en fait. Elles, avec elles, on défend un projet commun. Donc c'est plutôt ça qu'on a réussi à mobiliser, un rapport de force au niveau local et encore une fois, notre détermination. Et donc, c'est encore plus, je sais pas si vous voyez, encore plus précis, quoi. Et c'est franchement, alors, c'est aussi, je pense, parce qu'on est mère, on est parents, et qu'on ne se bat pas de la même manière quand on a des enfants, je pense. Biologique ou pas, hein, quand on mène une lutte, et que c'est pour les enfants, c'est pas pour soi, il y a vraiment un truc qui va encore plus loin, en fait. On est prête encore à faire encore plus de choses, quoi. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où on se met en collectif, on ne reste pas isolé dans son coin, il n'y a aucune raison qu'on perde. Moi, je me dis, et d'ailleurs, le Front de mer, toutes les luttes qu'on a menées, on les a toujours gagnées, quoi. Encore faut-il réussir à se compter et à se retrouver et à faire collectif. Ça, c'est vrai que c'est pas si simple aujourd'hui, à l'heure où on cherche à nous isoler et à nous assigner. Mais dès lors qu'on passe cette étape de se mettre en collectif, moi, il n'y a aucune raison qu'on perde. Il y a, je veux dire, le droit est de notre côté, les enjeux de justice, d'égalité sont de notre côté. Bon, voilà, ils ne sont pas si forts en face, en fait. Voilà. Vous êtes incroyable, Fatima Wassak. Fatima, vous ne savez pas, Fatima, comment je finis traditionnellement le podcast. Souvent, elle a peur. On va danser. Non. Moi, je suis artiste, donc ça dépend. Parfois, je suis humoriste, parfois, je suis chanteuse. Ça dépend de l'humeur. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qu'on pourrait toujours faire, tous et toutes ensemble. Quoi qu'il arrive, même s'il n'y a plus de sonos, même s'il y a l'extrême droite au pouvoir, je me suis rendu compte qu'on pourrait tous toujours chanter. Et donc, on va chanter si vous êtes d'accord. Et le public aussi. Et là, tout le monde est là. Je n'ai pas eu les paroles, hein, vraiment. On va improviser une petite chanson. Je n'ai absolument rien préparé. Et on va tous et toutes chanter. Et je vais vous guider. Vous inquiétez pas, je vais pas être là. Solo, toi, la syllabe. Hyper agressif. Excusez-moi. Et voilà, il y a toujours un truc qui part en couille. Il reste 2 minutes d'émission. Non, je vais vous guider pour chanter. C'est improvisé total, ok? Okay. Alors, toute cette partie-là du public, vous pouvez commencer à chanter avec eux, puis les laisser tomber. On veut respirer, on veut respirer. C'est un peu trop bas, non? On va faire plus haut. Je suis hyper sérieuse, en fait. Je fais pas de vanne, vous foutez de ma gueule. On veut respirer, on veut respirer, on veut respirer. J'entends pas. Ok, juste ce côté-là. Tous plus fort. Respirer, respirer. Sans accélérer. Continuez. Respirer, respirer. La purée de pois cassés, la purée de pois cassés,
La purée de pois cassés. Plus fort. Et de pois cassés. Il faut être en rythme. La purée de pois cassés. Continuez. Fatima Ouassar, la pro de la convergence des luttes. J'ai eu envie d'ouvrir très fort mon diaphragme pour faire des câlins à toutes les populations du monde. La purée de Fatima Ouassar, quand est-ce que vous m'invitez pour me faire un plat végétarien? Demain, j'ai faim. Toute la soirée, on a parlé de nourriture. Je croyais qu'on allait parler d'antiracisme. On m'a parlé de bouffe, bouffe, bouffe. Mais surtout, on a parlé de l'envie de respirer, de l'envie de respirer, de l'envie de respirer. Merci Fatima Ouassar. Du bruit pour Fatima Ouassar, s'il vous plaît. Du bruit pour elle, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus. Merci aux coproducteurs et coproductrices du projet de Binge Audio. Merci à Tilt de sponsoriser ce programme. Merci à tous, c'était vraiment bouleversant. J'espère que vous reviendrez au prochain enregistrement, ça sera le 11 décembre. Et on accueillera au moins Cyril Dion, et j'ai pas le deuxième invité. Au revoir, merci à tous, merci beaucoup.